Et on vous dit uniquement pour les immeubles qui sont situés dans des quartiers dégradés. Ça peut surprendre certains d'entre vous, mais pour ceux qui ont un petit peu de recul, même quand on faisait du Malraux, c'était certes des façades historiques, mais c'était quand même dans des quartiers dégradés, puisqu'il fallait faire des plans de rénovation. Donc on a toujours fait, dans ces réductions d'impôts, des travaux sur des immeubles qui étaient dégradés. Le dispositif COS, c'est un dispositif qui lui aussi est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022 et qui, tout simplement, consiste à dire que sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et de donner en location un bien dans des conditions de loyer et à des personnes ayant des revenus très faibles, on puisse obtenir une déduction de 30, 70 ou même 85% du montant des loyers perçus. Il ne faut pas, d'une part, se laisser tromper par l'importance de ces déductions, parce que ce sont des déductions qui s'appliquent à des loyers très faibles. Et chacun comprend bien que si on avait 10% sur 1000, c'est mieux que 30% sur 100 en avantage. Donc on voit que ces mesures peuvent vous permettre d'avoir plus facilement un déficit foncier. Et là, il faut juste rappeler que le déficit foncier dans le COS peut être déduit du revenu global à hauteur de 15 200 € qui se substitue aux 10 700 qui est dans le droit commun. Un petit mot sur le BIC, c'est-à-dire la location en meublé. Une première série de dispositions qui est assez simple et d'une importance relative. Il s'agit de supprimer, à compter de 2024, on a donc un peu de temps pour y réfléchir, les exonérations qui consistaient à exonérer de BIC les locations d'une partie de sa résidence principale, soit au profit d'un locataire qui faisait du bien sa propre résidence principale, et là vous aviez un plafond qui est extrêmement minime de 760 € par an, ou bien vous faisiez une location à des personnes qui n'élisaient pas domicile chez vous, parce que c'était des saisonniers, ou parce que ça pouvait être des étudiants, où là vous avez des exonérations qui sont déterminées par ville ou par département, avec des seuils qui ne sont pas très élevés, mais qui sont différents. C'est ce dispositif-là qui est supprimé à compter de 2024. Ce qui vous intéresse sans doute davantage, c'est la location en meublé. Vous avez tous dans vos cabinets des loueurs en meublé. Devant un loueur en meublé, on se pose une question, est-ce qu'il est professionnel ou pas professionnel? C'est une question fiscale. La première question qu'on se pose, ou qu'on ne se pose plus, c'est dans quelle catégorie de revenus le loyer est-il imposable? Dans la catégorie des BIC, parce que le législateur l'a dit, alors que ce n'est pas une activité commerciale, mais qui est une activité rattachée à la catégorie BIC par disposition de la loi. Donc on est dans les BIC dans les deux cas de figure. La différence entre le professionnel et le non professionnel, c'est quoi? Le professionnel peut déduire son déficit de ses revenus globaux, alors que le non professionnel ne peut que l'imputer sur ses revenus BIC non professionnels, le loueur en meublé non professionnel. Petite observation, le loueur en meublé professionnel ne peut imputer que les déficits sans tenir compte des amortissements qui, eux, sont, en application à l'article 39C, reportés indéfiniment. Donc ce sont des déficits qui correspondent à de vraies charges, et non pas à des charges d'amortissement. La deuxième différence est tout aussi importante, c'est en ce qui concerne les plus-values. En ce qui concerne les plus-values, si je suis loueur en meublé professionnel,
ma plus-value est professionnelle. Et si je suis loueur en meublé non professionnel, ma plus-value est des particuliers. Entre le moment où je fais des déficits, entre le moment où je vends éventuellement, il y a toute une période au cours de laquelle je suis dans la catégorie des BIC, et si je suis bénéficiaire, que je sois professionnel ou pas professionnel, il n'y a pas de différence sur le revenu imposable. Il faut bien comprendre ça. Donc vous avez dans vos cabinets des loueurs en meublé que vous appeliez professionnels, et s'il n'était pas réciproquement, ça ne changerait rien sur le revenu imposable. Donc il faut qu'on s'interroge sur quand devient-on loueur en meublé professionnel. Il y avait 3 conditions qui étaient posées par le Code général des impôts, qui étaient d'une part des recettes qui provenaient de cette location d'au moins 23 000 euros, d'autre part que ces recettes représentaient plus de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal, et dans ce revenu professionnel, on entendait pour chacun des membres du foyer les traitements des salaires, les BIC, les BNC, les BA. Et la 3e condition, c'était l'inscription au registre du commerce et des sociétés. La condition liée au montant des revenus professionnels était aujourd'hui pratiquement plus susceptible d'être remplie dès l'instant qu'on était en présence d'un loueur en meublé qui avait par ailleurs une activité professionnelle. Ça pouvait arriver, mais c'était rare. Mais c'était tellement rare que si on avait mis cette condition, c'est qu'on voulait supprimer la location meublée professionnelle dans la partie déficit. Et on avait d'ailleurs réussi, puisqu'au moment où on a créé ce critère, eh bien, le vendeur de biens en LMP, comme on voyait à l'époque, a complètement disparu. Parce qu'il n'y avait plus d'acquéreurs susceptibles de le devenir. Que s'est-il passé au cours de cette année? Une première chose, c'est que le Conseil constitutionnel, c'était d'ailleurs en 2018 et pas en 2019, a décidé que l'inscription au registre du commerce et des sociétés, qui était la 3e condition, n'était pas une condition pour être loueur en meublé professionnel. Dans la loi de finances, on ne fait que mettre dans le Code général des impôts qu'il n'y a plus d'inscription au registre du commerce. Autrement dit, on a supprimé la ligne de la 3e condition. Il n'y a donc aujourd'hui que 2 conditions à remplir pour être loueur en meublé professionnel. Et la question qui va se poser est la suivante. Est-ce que je ne peux pas devenir loueur en meublé professionnel sans m'en rendre compte, sans le vouloir? Eh bien, c'était le cas du contribuable qui avait une activité et qui va devenir retraité. Dans l'ancienne doctrine, on ne tenait pas compte des retraites pour apprécier le montant des revenus d'activité. C'était normal. D'ailleurs, c'est encore ce que l'on fait en matière d'IFI. Pour savoir si on est professionnel, on ne tient pas compte des retraites. Simplement, il se passait quelque chose. Si on n'avait pas modifié la doctrine, tout contribuable qui aurait eu plus de 23 000 euros de recettes liées à la location meublée serait devenu, du fait de sa retraite, automatiquement loueur en meublé professionnel. À cet âge-là, normalement, ce n'est plus un problème de déficit qui est en cause. Il n'y en a plus. À cet âge-là, c'est un problème de plus-value qui est susceptible d'être posé. Et la plus-value qui est posée, le problème qui est posé est le suivant. Quand je suis en plus-value des particuliers, la transmission à titre gratuit exonère la plus-value, alors qu'en matière de plus-value professionnelle, la transmission à titre gratuit ne l'exonère pas. Alors maintenant, je traduis. Si je ne vends pas le bien, mais que je meurs avant de le vendre, et c'est quand même le cas général, puisqu'on a acquis un bien pour avoir des compléments de retraite et des revenus pour assurer ses vieux jours, donc on ne va pas vendre avant de mourir. Et au moment du décès, si je ne suis pas professionnel, la plus-value est exonérée.
Si je suis professionnel, elle est imposable. Ça ne veut pas dire qu'elle soit imposée. À ce moment-là, on va regarder si les conditions d'exonération de la plus-value professionnelle sont remplies, et notamment le fait du 151 septies, le montant des recettes, 90 000, 126 000, à 130 000, vous êtes exclu. Vous n'êtes pas exonéré, au moins on le sait. Mais en deçà, on peut regarder. En deçà, on peut être exonéré parce qu'on aurait exercé l'activité pendant au moins 5 ans. Question. Est-ce que c'est exercer l'activité en tant que lourd en meublé professionnel ou en tant que lourd en meublé? J'ai tendance à penser, je ne pense pas me tromper d'ailleurs, que ce soit en tant que lourd en meublé professionnel. Ah, il ne faudrait pas que je meure trop tôt, après mon départ à la retraite, parce que même si je pouvais être exonéré après 5 ans, si je meurs après 4, taxation. Même si j'ai pendant 20 ans été lourd en meublé non professionnel sur les mêmes biens, puisque c'est ça la question. Et là, pour éviter un petit peu ce sursaut, enfin cette conséquence, l'administration, dans son instruction, elle a indiqué que pour apprécier si on était professionnel, aujourd'hui, il fallait tenir compte des retraites. Autrement dit, si je perçois 40 000 € de location en meublé et 42 000 dans mon foyer fiscal de retraite, eh bien je ne suis pas lourd en meublé professionnel parce que je ne respecte pas le quota de 50%. Si au contraire, j'ai 42 000 de revenus de l'allocation de revenus, de loyer, de l'allocation meublée et 40 000 € de retraite, ben je suis professionnel et ça, je n'ai plus de latitude à avoir. Et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui a créé un petit peu le problème, et ensuite, c'est dans la loi. Ça va évoluer, ça ne peut pas rester comme ça, on voit bien que l'administration a vu le problème en mettant dans son instruction du mois de mars qu'on tenait compte des retraites, c'était pour que la qualification de professionnel ne tombe pas automatiquement au moment où les contribuables prennent leur retraite. Mais ça serait quand même mieux de remplacer cette inscription au registre du commerce par une sorte d'option où le contribuable remplissant les conditions exercerait une option ou pas pour l'allocation en meublé professionnel. On n'en est pas là, mais ça peut arriver. Vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose pour changer l'application d'un dispositif. Maintenant, une petite affaire concernant les plus-values sur titre de société soumise à l'impôt sur les sociétés. C'est la suite d'une affaire. Une affaire qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises ici, mais qui reçoit dans la loi de finances quand même une conséquence assez douloureuse pour beaucoup. On est dans l'apport-cession. Vous vous souvenez qu'il fut un temps, quand un boulanger-pâtissier souhaitait vendre sa boulangerie en cédant les titres de sa société, il venait voir son conseil pour lui demander combien ça allait lui coûter. Et le conseil répondait, c'est une plus-value. Cette plus-value va vous coûter 19% à l'époque, plus un peu de CSG, de 11%, ça faisait 30, de 15,50, ça fait 34,50. Vous dites, ça vous coûte à peu près 30%, donc sur les 500 000 €, ça vous fait 150 000. Très bien. Et le boulanger se disait, est-ce que vous ne pouvez pas me proposer quelque chose pour que je ne paye pas les 150 000 €? Et là, vous répondiez, j'ai quelques idées, mais ce n'est pas sûr qu'elles vous plaisent. J'en ai une première qui consisterait à dire, au lieu de vendre au boulanger dans un premier temps, commencez par donner vos titres à vos enfants, et après, vos enfants vendront les titres pour 500 000 € au boulanger que vous avez trouvé, et grâce à ça, vous aurez effacé la plus-value d'avant-cession. Et il ajoutait, ça tombe bien, vous avez 2 fils, l'un est expert comptable et l'autre est notaire, par conséquent, ils sont tous les deux dans le besoin, n'hésitez pas. Le boulanger, il hésitait, il disait, est-ce que mes enfants pourront me redonner les 500 000 ? Alors on dit, oh là là, que non.
parce que là, vous commettriez un abus de droit. Il faudrait ajouter 80% aux 150. Alors là, il dit non, je ne fais pas. Qu'est-ce que vous aviez d'autre? Ah, ben, j'ai autre chose. C'est, on va constituer une société qu'on va appeler holding, qui sera l'IS, et vous allez apporter les titres de la boulangerie pour 500 000 euros à cette société holding. Et puis ensuite, la holding va vendre les titres au boulanger que vous avez trouvé. Et là, il n'y aura pas de plus-value parce que vous aurez bénéficié d'un report d'imposition que vous perdrez quand vous vendrez les titres de la société holding. Or, vous ne les vendrez jamais parce qu'avant, ou bien vous mourrez, ou bien vous les donnerez.